Vous avez commencé votre carrière au journal La Croix et vous vous êtes rapidement spécialisé sur le Moyen-Orient. Vous vous y êtes installé en 1994 et vous avez couvert tous les grands événements pour Europe 1, Ouest France, Le Figaro et RTL. Dans un premier temps, vous avez couvert le conflit israélo-palestinien, notamment les entorses au droit international qui ont été faites ou qui étaient commises. C'est vous qui les avez montrées au grand jour en Palestine, en Irak. Vous avez aussi été à l'origine des révélations sur la mort du criminel de guerre Alois Brunner qui était caché en Syrie, sur les contacts entre la France et le Hamas, sur l'existence des médecins français de Saddam Hussein. En 2004, alors que vous étiez correspondant à Bagdad, vous avez été pris en otage avec Christian Chesneau et vous avez été retenu pendant 124 jours par un groupe qui s'appelle l'Armée islamique en Irak. Vous avez beaucoup écrit sur la Palestine, sur les grandes figures du conflit israélo-palestinien, et notamment aussi sur l'Irak. Et on est très très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour avoir votre éclairage sur la situation géopolitique de l'Irak et du Moyen-Orient. Je vous remercie. Bonsoir. Pour parler de l'Irak, je crois que c'est important de refaire un peu d'histoire parce que ça fait bientôt 20 ans que je vais en Irak et c'est un pays assez singulier. L'Irak, c'est à la fois un pays une histoire violente, sanglante, écrite souvent dans le sang, mais c'est un pays où les hommes, les femmes, même si on les voit peu, les femmes, sont attachants, persuadés qu'ils ont toujours été au cœur d'une histoire qui certes a été tourmentée, mais d'une histoire qui s'est souvent faite autour de ces villes, Bagdad, Bassora, le Tigre et l'Euphrate. Donc, pour bien comprendre ce pays aujourd'hui, qui est hélas un pays j'avais fait un livre en 2009 qui était une récapitulation de mes papiers avec la préface du général Philippe Rondeau. J'avais écrit l'Irak, un pays sans État, et hélas, 6 ans après, l'Irak est toujours un pays sans État. En gros, pour résumer, je crois que c'est important pour se replonger dans l'histoire irakienne, c'est quand même l'histoire d'une tragique descente aux enfers depuis maintenant, en gros, 30-35 ans, parce que, en fait, tout a basculé non pas en 1979, lorsque Saddam Hussein prend le pouvoir, d'une manière dictatoriale, mais dès l'année suivante, en 1980, lorsque Saddam Hussein déclare la guerre à son voisin iranien. Et là, c'est le début un petit peu d'une folie à la fois aventurière et qui sera sanglante. Alors que, à cette époque, l'Irak est un pays qui, sur le plan du développement, peut être considéré comme l'équivalent de pays comme l'Espagne ou le Portugal, avec, notamment en matière d'éducation et de santé, un niveau comparable, justement, à un certain nombre de pays européens. L'éducation était gratuite, c'était l'héritage du parti basse, ce modèle socialiste où effectivement la population bénéficie d'un certain nombre d'avantages qui rapidement va virer à une dictature personnelle, mais en matière d'éducation comme en matière de santé, donc l'Irak était un modèle. En 1979, l'Irak a même eu le prix UNESCO pour le droit des femmes. À l'époque, il y avait très peu de femmes qui étaient voilées. Il faut dire que le régime bassiste est un régime foncièrement donc laïque, et donc les femmes vivaient dans une assez grande liberté. Ensuite, il y a eu donc cette aventure-là, cette guerre déclarée par Saddam Hussein à son voisin iranien. 1980, c'est aussi l'année qui succède la révolution islamique à Téhéran, donc avec cette volonté iranienne d'exporter cette révolution, et évidemment,
l'Irak, puzzle communautaire, est directement affecté puisque une partie importante de la population irakienne, la majorité aujourd'hui, eh bien, est composée de chiites. La communauté majoritaire également en Iran. Donc, il y avait effectivement un risque de contagion révolutionnaire. Et c'est là où l'Irak est un pays singulier aussi. On le retrouvera ensuite dans l'histoire contemporaine. Les chiites irakiens, qui sont aujourd'hui la communauté qui domine la vie politique irakienne par la grâce à la fois du suffrage universel et de la guerre de 2003, on y reviendra, qui a renversé Saddam Hussein. Les chiites irakiens, justement, à partir de 1980 et de la guerre contre l'Iran, vont rester loyaux à Saddam Hussein et ne vont pas combattre avec l'Iran, pays chiite par excellence. Pourquoi? Parce que les chiites irakiens sont d'abord arabes avant d'être chiites. Ce ne sont pas des chiites persans, ce sont des chiites arabes et donc c'est une particularité, une singularité qu'on retrouvera ensuite. Donc, il y a cette guerre qui va faire des milliers de morts, qui va durer des années et des années, qui se terminera par une espèce de ni victoire ni défaite pour Saddam ni pour l'Iran de l'ayatollah Khomeini, mais c'est une guerre qui va rendre l'Irak exsangue, et à partir de 1985, eh bien, cette prospérité irakienne dont je vous parlais avant, qui était le résultat de l'exploitation du pétrole, cette prospérité irakienne, servie également par des alliances avec les pays occidentaux. L'Irak était notre partenaire. Saddam Hussein était venu en France, si j'ai bonne mémoire, alors qu'il n'était que Premier ministre en 1973, avant même ensuite il est revenu lorsque Jacques Chirac était Premier ministre. Saddam Hussein était notre allié. Nous lui avons, pendant cette guerre face à l'Iran, offert des équipements militaires d'une valeur et d'une sensibilité extrêmement importantes. Et lorsqu'on va en Iran aujourd'hui, qu'on rencontre les dirigeants iraniens qui ne sont pas francophones, il y a deux mots dont ils se souviennent et qu'ils sont capables de dire en français, c'est Exocet et super-étendard, c'est-à-dire les avions français et les missiles qui leur tombaient dessus à Téhéran. Donc, engagement très important de la France, mais aussi des États-Unis, des pays arabes, qui vont soutenir Saddam Hussein parce que l'Irak, justement, est à la confluence des mondes persans et des mondes arabes. Et c'est la raison pour laquelle François Mitterrand, à l'époque, avait effectivement beaucoup insisté pour aider Saddam Hussein. J'ai dit les pays arabes, sauf un, et c'est important aujourd'hui, on comprend, sauf la Syrie, qui a été le seul pays arabe, justement, à soutenir l'Iran contre la majorité du reste du monde arabe. Et aujourd'hui, lorsque l'on va en Iran, j'y étais en juillet dernier lors de l'accord sur le nucléaire, je voyais un ancien chef des Pasdaran, des gardiens de la Révolution, Mohsen Rezaï, qui a été pendant plus de 15 ans le chef de ces gardiens de la Révolution, donc cette armée d'élite qui est là, comme son nom l'indique, pour préserver les acquis de la Révolution. Eh bien, je lui disais, mais est-ce que l'Iran pourrait abandonner, pourrait lâcher, comme on l'espère tant dans les capitales occidentales, un jour son allié Bachar el-Assad? Et Mohsen Rezaï me répondait, nous avons une dette historique à l'égard de la Syrie. La Syrie a été le seul pays arabe à nous aider pendant notre guerre face à l'Irak. Et donc, à partir de 1985, les caisses de l'État irakien vont être vides, et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que la relation d'ailleurs avec la France notamment va se dégrader parce que justement l'Irak n'a plus les moyens de payer, de rembourser, de payer ses dettes et de payer l'aide militaire que nous lui offrions à l'époque. C'était une époque où la France
France avait un partenariat avec l'Irak extrêmement important. Les autoroutes étaient construites par la France. Lorsque vous allez à Bagdad aujourd'hui, il y a un certain nombre de bâtiments le long du Tigre qui ont été construits par Bouygues, à l'époque c'était Suez. L'aéroport de Bagdad, la France était un partenaire très important. Il y avait eu aussi une très bonne entente entre Jacques Chirac et Saddam Hussein. Voilà, les gaullistes de l'époque voyaient en ce jeune dirigeant laïque, partisan d'un État fort, finalement quelqu'un, un partenaire, effectivement, et ça n'était pas, je pense, une erreur que de miser sur l'Irak à cette époque-là. Simplement, ensuite, donc Saddam Hussein est devenu le dictateur que l'on connaît. Donc il y avait un partenariat et des relations extrêmement fortes. Il y avait plus de, je crois en 1985, il y avait plus de 11 000 Français qui travaillaient en Irak. Et je me souviens d'une anecdote d'ailleurs, on avait écrit dans notre livre, le premier livre sur l'Irak de Saddam Hussein en 2002, où on racontait une visite c'était une visite de Raymond Barre, qui était Premier ministre, donc après 1976, après 1978, à Bagdad. Et Saddam Hussein, comme d'ailleurs un certain nombre de dirigeants arabes, lorsqu'il voulait faire plaisir à ses hôtes, allait l'accueillir à l'aéroport et conduisait sa voiture. Et donc Saddam Hussein est allé accueillir Raymond Barre à l'aéroport de Bagdad. Raymond Barre s'est assis à la droite de Saddam Hussein qui conduisait, et il a senti sous ses fesses, il a eu une impression de froid. Et donc il s'est senti un petit peu mal à l'aise, et Saddam Hussein a souri, et il a dit à Raymond Barre, levez-vous, et il y avait sous les fesses de Raymond Barre un pistolet, etc. Et donc Raymond Barre était un petit peu surpris. Mais c'est le traducteur de Saddam Hussein, dont on a écrit les mémoires après, qui nous a raconté cette histoire, qui était derrière, mais c'était un honneur qui avait été fait à Raymond Barre d'aller le chercher à l'aéroport, Saddam conduisait, etc. Donc il y avait une très très grande amitié entre la France et l'Irak. Et puis ensuite, fort de cette amitié, c'est là sans doute probablement où Saddam Hussein, si vous me permettez l'expression, a commencé de péter un plomb, parce qu'il s'est senti tellement soutenu par ses amis occidentaux, français, britanniques, américains. Tariq Aziz, le ministre des Affaires étrangères chrétien de Saddam Hussein, le seul, la vitrine du régime, le seul à comprendre à peu près le monde dans cette équipe d'épaisse brute, eh bien, était reçu avec le tapis rouge à Washington, à Paris, jusque d'ailleurs au dernier moment des années Saddam, eh bien, oui, il y avait une très grande complicité, les intérêts occidentaux convergeaient avec ceux de Saddam Hussein. Et Saddam Hussein, en 1990, alors que le Koweït, effectivement, avait pompé beaucoup plus de pétrole qu'il n'en avait le droit et a fait baisser les cours du pétrole, et comme Saddam, sortant de la guerre avec l'Iran, avait besoin de beaucoup de pétrole, d'un pétrole cher, eh bien, il se retrouvait avec des liquidités en faible quantité, et donc il en a eu marre, et il a lancé cette aventure, se sentant probablement soutenu par ses alliés américains et français, etc. Et là, évidemment, il a fait le pas de trop, et ça a été ensuite l'instauration de l'embargo à partir de 1991, et puis quand même, il faut le rappeler, en 1991, justement, alors que l'armée irakienne avait dû se retirer du Koweït, eh bien, vous vous souvenez, le général Sparkov, qui dirigeait les forces américaines, a quand même renoncé à aller jusqu'à Bagdad, et au contraire a laissé l'aviation de Saddam Hussein bombarder les rebelles chiites au sud et kurdes au nord, qui, il faut le rappeler, c'était je crois à l'automne, au printemps 91, eh bien, il y avait 13 des 16 provinces irakiennes qui étaient tombées. Et les 3 qui restaient, c'était Bagdad, Al-Anbar et puis Mossoul, Ninive. Tout le reste était tombé. Et donc, l'aviation américaine a bombardé les rebelles chiites au sud, et donc ça a permis à Saddam Hussein de se maintenir. Le résultat, ça a été l'embargo, un embargo décidé sur l'Irak, qui a non pas
fait fléchir le régime, mais qui a affamé une population et qui a commencé là vraiment à faire que cette population irakienne, là, elle a dû subir beaucoup de difficultés, et donc un régime qui s'est recroquevillé sur lui-même et qui est devenu un paria à tel point qu'à partir des années 1997-1998, eh bien Saddam Hussein n'avait plus que d'autres issues que de créer des crises pour essayer de sortir de cette impasse, sachant qu'à partir, je crois que c'est 1997, Madeleine Albright, la secrétaire d'État américaine, avait dit « Tant que Saddam sera au pouvoir, il n'y aura pas de levée de l'embargo ». Donc, ça voulait dire le peuple irakien subira cet embargo, etc. Et à cette époque, c'est vrai, un des rares pays à essayer de sortir de cette impasse, c'était la France de Jacques Chirac, qui, en 2003, Chirac connaît bien l'Irak, il connaît très bien ce pays, s'est opposé en 2003 à cette aventure militaire. Vous avez tous en mémoire le discours de Dominique de Villepin à la tribune des Nations Unies, qui était un discours en pleine flamboyance, peut-être un peu excessif sur la forme, mais sur le fond, Jacques Chirac et son ministre des Affaires étrangères ne se sont pas trompés en détruisant l'État irakien. On a détruit aussi la société et on a permis le réveil du sentiment religieux. C'est ce qui s'est passé après 2003. 2003, où finalement la guerre se déroule sans problème. En 3 semaines, le régime de Saddam Hussein tombe. Il n'y a pratiquement pas de bataille. Et puis, les Américains, eux, n'avaient rien préparé. Ils avaient préparé la guerre, mais pas l'après-guerre. C'est vraiment une erreur, c'est une faute quasi criminelle, parce qu'ils vont commettre pratiquement toutes les erreurs possibles et imaginables. Ils vont évidemment vouloir rétribuer, récompenser ceux qui avaient été victimes de la dictature de Saddam Hussein, c'était en particulier les Kurdes, qui avaient été sévèrement réprimés. En 1988, gazage des populations à Halabja, et puis les chiites qui, majoritaires, vont accueillir les Américains à bras ouverts pour mieux gagner les élections grâce à la démocratie, ça a du bon la démocratie, et ensuite pour faire en sorte qu'ils partent le plus rapidement possible. Donc ça va être les milices chiites diverses et variées qui vont se lancer dans la résistance. Donc les erreurs, on les connaît, ça a été cette volonté américaine d'éradiquer, de faire de l'Irak un nouvel État, de faire table rase du passé, et donc ça a été ces erreurs absolument stupides de démassifier, de démobiliser l'armée irakienne, les services de renseignement, tout ce qui faisait l'État irakien, et donc évidemment ces gens-là sont partis chez eux avec leur Kalachnikov enroulé dans un tapis de prière, et ils n'ont eu droit à aucune compensation, à aucun salaire, etc. Et donc, au bout de quelques temps, ils sont passés du côté de la résistance, d'autant que, comme je vous le disais, donc les Américains commettant beaucoup d'erreurs et étant incapables d'assurer l'ordre, après la chute de Bagdad, où c'était littéralement, alors il y a eu une période d'euphorie, pendant quelques semaines, et puis ensuite, on a vu, ça a commencé d'être l'anarchie, les pillages, etc. Et donc, la population, la minorité sunnite qui était au pouvoir en Irak depuis des siècles et des siècles, qui constituait, la nomenclatura aussi, qui avait le savoir-faire, s'est retrouvée marginalisée, les groupes armés sont apparus, et on est rentré dans cette période, à partir de la fin 2003, dans une période où, de guérilla entre des groupes armés qui ont affronté à la fois les nouveaux dirigeants irakiens qui étaient arrivés sur des chars américains, kurdes et chiites. Les chiites dirigeants étaient justement ceux qui, contrairement à la population chiite locale, étaient partis en 1979 pour un grand nombre d'entre eux en Iran se réfugier. Et donc,
pour le chiite irakien tout anti-Saddam Hussein qu'il était, si vous voulez, il avait quand même du mal à tenir en haute estime ses dirigeants chiites irakiens comme lui, mais qui en 1979 avaient fait le pari d'aller en Iran combattre avec les Iraniens contre son propre pays. Il y en avait quelques-uns qui n'ont pas fait ce choix, c'est notamment Nouri al-Maliki, qui lui est allé en 1979, qui deviendra, comme vous le savez, Premier ministre en 2006, et qui, après être passé brièvement par Téhéran, a refusé justement de collaborer avec l'Iran contre son propre pays à partir de 1980, et s'est réfugié en Syrie notamment. Mais les dirigeants chiites, donc discrédités, ou alors très pro-américains, vont être donc eux-mêmes discrédités et puis vont être donc la cible d'attaque, et donc ça va être le début de, eh bien, à partir des années 2005-2006, d'une guerre civile que Al-Qaïda, qui aura émergé de ce chaos à partir de 2002, avant même la chute de Bagdad, la mouvance Al-Qaïda a préparé cette chute de Bagdad. Des émissaires ont été envoyés, notamment Abu Moussa al-Zarqawi, un Jordanien qui a été ensuite le dirigeant d'Al-Qaïda, qui est rentré, qui a quitté sa base d'Herat en Afghanistan pour rentrer en Irak par le Kurdistan, et qui créera Al-Qaïda en Irak, qui était une organisation absolument sanguinaire, qui égorgeait tous ses otages, et qui, par sa violence, va réussir à fédérer autour d'elle un certain nombre de groupes armés, et dont on verra ensuite l'avatar avec Daesh. Et donc pendant toutes ces années, les autorités irakiennes auront beaucoup de mal à assurer à la fois non seulement la stabilité, elles seront incapables d'assurer la stabilité. La seule région qui sera à peu près stable sera le Kurdistan irakien, qui à partir de 2003 a bénéficié donc de une relative stabilité, qui s'était préparé bien avant et qui a été le grand vainqueur de cette nouvelle donne, et qui va réussir à se doter, de profiter des nouvelles institutions irakiennes qui, pour rompre avec le passé et pour ne pas rééditer justement l'erreur du passé, vont casser ce régime présidentiel pour se doter d'institutions fédérales. J'aurai les régions kurdes autonomes, les régions chiites plus ou moins autonomes, et les régions sunnites plus ou moins autonomes, et un gouvernement central à Bagdad qui aura encore théoriquement un pouvoir dirigé par un Premier ministre. En gros, on a calqué le modèle libanais, qui est d'ailleurs le seul modèle, le modèle qui ne marche pas. On parle beaucoup du Liban, de la cohabitation entre les communautés, tout ça, c'est pour la presse, etc. Mais s'il y a bien un pays où la cohabitation ne marche pas, c'est au Liban, où on se fait la guerre tous les 15 ans. Et bien, on a calqué le modèle confessionnel libanais, avec un Premier ministre issu de la majorité chiite, au Liban c'est sunnite, un président de la République en Irak qui est une espèce de potiche issue de la communauté kurde, et puis un président du Parlement qui n'a pas énormément de pouvoir, qui est issu en Irak de la minorité sunnite. Et donc il y a eu cette répartition comme ça du pouvoir entre les confessions, qui a marqué justement donc la confessionnalisation de la vie politique irakienne, et confessionnalisation qui aujourd'hui encore existe, et fait que, eh bien, à partir de 2003, dans ce pays dont je vous parlais tout à l'heure, avec ce passé, cette histoire, ce sentiment d'être au centre du monde arabe, eh bien, aujourd'hui, il n'y a plus de sentiment d'appartenance nationale en Irak. C'est ça la tragédie de l'Irak. On se sent avant tout sunnite, kurde, chiite, et non pas irakien. Et c'est tout le drame de ce pays, c'est que, eh bien, il n'y a plus ce sentiment d'unité, d'appartenir à une vieille nation, à une grande nation, et donc les chiites défendus par l'Iran, les sunnites plus ou moins défendus par le Qatar, l'Arabie Saoudite ou les monarchies du Golfe, et les Kurdes, eux, qui vivent leur propre vie avec
des liens aussi avec les monarchies du Golfe, avec les pays occidentaux, avec Israël peut-être aussi, etc. Et donc, c'est ça la tragédie de l'Irak, c'est je vous parlais d'un pays sans État, où il n'y a plus d'État, où l'État a été confisqué par les confessions, il a été confisqué par les partis politiques, il a été confisqué par les hommes politiques irakiens qui sont, je dirais, comment dire, pour être, sont absolument, n'ont pratiquement aucune crédibilité auprès de la population, mais, si vous voulez, il y a entre eux, même s'ils se détestent, ils s'affrontent, etc., il y a, comme l'Irak est un pays riche, hein, très riche en eau, il y a deux fleuves immenses qui traversent l'Euphrate, le Tigre, en hommes, hein, il y avait une population de 25 millions d'habitants qui était bien formée, bien éduquée, elle l'est moins aujourd'hui parce que justement tout le savoir-faire et toute la nomenclatura sunnite qui était au pouvoir depuis longtemps, a quitté en 2003, mais il reste quand même des cadres, bien riches en hommes, riches en eau, et riches surtout en pétrole, hein, parmi les premières réserves mondiales de pétrole, notamment au sud, hein, eh bien, ce pays, pendant longtemps, un peu moins aujourd'hui, parce que le baril est à 34 $, donc le Premier ministre irakien Al-Abadi aujourd'hui se pose des questions pour payer ses fonctionnaires, mais y compris dans les années de violence entre 2005 et 2010, ou le baril 2011, où le baril était à 90-100 $, eh bien, l'Irak était un pays à feu et à sang, mais un pays extrêmement riche, où, je me souviens avoir fait des papiers, on disait que l'Irak n'arrivait pas à dépenser tout son budget. Il y avait 10 ou 20 milliards de recettes d'investissement qui n'étaient pas justement investies, etc. Et donc, il y avait aussi une corruption, je ne vous en parle pas. Du temps de Saddam Hussein, il y avait grosso modo une corruption. Il y avait de la corruption, évidemment, mais notamment sur les contrats avec les compagnies étrangères. Il y avait une commission qui était évaluée aux environs de 8%. Et puis il y avait un système, c'était un système effectivement bassiste. Il y avait un système de commission, mais qui était vraiment un système vertical, qui avait été mis en place, qui marchait bien, et qui permettait aussi de redistribuer un petit peu. Aujourd'hui, avec l'Irak post-Saddam Hussein, la corruption est passée à des taux de commission de 30%, et la corruption, elle est partout. Et que si vous interrogez, si vous avez des amis qui ont essayé de faire du business en Irak, comme à partir de 2007-2008, lorsque Nicolas Sarkozy, tournant la page justement des années Chirac, de complaisance avec les sunnites de Saddam, a voulu, peut-être à juste titre, dire voilà, on va se rabibocher avec l'Irak de Maliki, on va essayer parce qu'il y a un fort potentiel, la France a encore une bonne cote, eh bien, les industriels ont essayé d'aller en Irak, ont essayé, donc d'une part, il y avait une violence extrêmement forte qui les dissuadait, et d'autre part, il y avait une corruption qui était absolument abyssale. Et donc, mais cette corruption et cette richesse, cette manne pétrolière, elle a un avantage, c'est que, comme elle est répartie entre tous les leaders politiques, eh bien, même s'ils se détestent, ils ont tout intérêt à faire perdurer ce système qui les nourrit amplement. Et donc ce système, eh bien, il se nourrit de lui-même. Et aujourd'hui, cet été, le Premier ministre Al-Abadi a été soumis, justement, encore une fois, à des critiques, y compris de la part de représentants religieux chiites comme l'ayatollah Ali Sistani, qui est une personnalité qui a une très grande aura parmi les chiites. Et donc, y compris Sistani, a forcé, à essayer de convaincre Abadi de faire ces réformes, à la fois sur l'économie, sur la corruption, mais, si vous voulez, le problème de l'Irak aujourd'hui, c'est que ceux qui ont été victimes pendant des dizaines d'années de la répression de Saddam et de la minorité sunnite, en l'occurrence les chiites, ne veulent rien céder au pouvoir. Et donc, toutes les lois qui ont été adoptées en 2003 sur la débassification, 12 ans après, c'est ce qui est tragique, sont encore en vigueur. Et donc aujourd'hui encore, on arrête, en tout cas on ne libère pas quelqu'un parce que son père, son cousin a été bassiste à un moment donné, etc. Donc la minorité sunnite ne se sont pas intégrés au pouvoir ou réintégrés au pouvoir. Et donc qu'est-ce qu'elle a fait ? Eh bien, à partir de 2011-2012, lorsque le Premier ministre Nouri al-Maliki a vraiment
je dirais, durci sa politique justement anti-sunnite, en réprimant des manifestations dans les provinces sunnites de manière très violente, alors que les sunnites demandaient simplement à être, encore une fois, réintégrés dans les circuits de l'État.